Je suis née avec 7 clitos. Enfin, 7 que je connais. 7 que je peux sentir et toucher. 7 clitoris séparés, réclamant chacun une constante attention. À vrai dire, je suis presque sûre qu'il y en a plus que 7. Mais les autres sont enfouis si profondément en moi que seul un médecin pourrait les trouver. Et j'en ai ma claque des médecins qui fouinent et qui palpent. Médecins. Pour certains, j'étais le parfait exemple du syndrome d'excitation génitale persistant. Et pour la plupart, j'étais simplement une fille qui avait le feu au cul. Les médecins pensent que je suis une anomalie génétique, mais moi je crois que je suis un bond dans l'évolution. Une femme du futur qui se nourrit d'orgasmes, au même titre que vous engloutissez des hamburgers et des frites. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu des films récents qui sortent en salle ou en SVOD pour, premièrement, faire passer le goût du dernier voyage du Déméter et du book club de merde qui ont laissé l'équipe en PLS, et deuxièmement, parler d'un réalisateur culte à qui on doit des merveilles de films d'horreur et de films d'exploitation totalement barrés, comme Frankenhooker, la trilogie Basket Case, Elmer le remue-ménage ou encore le film qui nous intéresse ce soir, la comédie horrifique Sex Addict, alias Bad Biology, réalisée par l'illustre Frank Henenlotter. Un film qui nous raconte la rencontre assez folle entre deux personnes plutôt spéciales. D'un côté Jennifer, une femme née avec 7 clitoris, lui donnant le pouvoir de procréer et d'accoucher en quelques minutes, en plus d'un appétit sexuel démesuré qui va souvent jusqu'au meurtre accidentel de ses conjoints. Et de l'autre côté, Bats, un homme doté d'une verge mutante gigantesque et surtout consciente, et capable de prendre les voiles pour aller se régaler avec toutes les femmes qu'il croise. Évidemment, nos deux protagonistes, 3 si on prend en compte le pénis conscient, se rencontrent et c'est le début des problèmes. C'est donc un film bien trash, bien crade, aussi hors de contrôle que la queue de son protagoniste, et c'est aussi un film proposé par notre invité du soir, Mr. Fox, de la chaîne YouTube Mr. Fox. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien ? Ça va très très bien, merci à toi d'être avec nous. Eh ben, merci à vous de m'accueillir, en plus pour le 22 Jumpscare, si j'ai bien compris. Ouais, c'était la blague est présente. Grosse vanne ce soir. Merci à toi d'être là. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer après pourquoi tu as choisi ce film qui va un petit peu dans un délire un peu différent de ta chaîne YouTube. Complètement, ouais. J'ai pu voir, ouais, mais c'est bien, ça nous a fait plaisir. En plus, c'est un film que quelqu'un ici attendait aussi, beaucoup, de ce que j'ai cru comprendre. Suspense. Sont aussi présents ce soir avec nous Dario du podcast Plan Plan. Hello. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Bonsoir. Et moi-même, Romain, de la team Jumpscare et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors du coup, Mr. Fox, ton domaine de prédilection, c'est la VF, c'est les vidéos qui traitent un peu des doubleurs, de l'actualité du doublage, etc. Tout à fait. Pourquoi Sex Addict du coup ? C'est un film radicalement différent. C'est vrai que c'est pas le genre de film que j'évoquerais sur ma chaîne. En fait, quand j'ai proposé différents films, quand on m'a demandé de quoi t'aimerais parler sur Jumpscare, Sex Addict, c'était celui que j'avais vu depuis le plus longtemps, et je l'ai vraiment revu hier pour préparer l'émission. Et ça a été mon premier contact avec le cinéma bis, ce film. C'est-à-dire que je l'ai découvert, j'avais 19 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, je ne m'intéressais qu'au cinéma mainstream, on va dire. Voilà. Comme je pense que beaucoup d'ados de mon âge se sont crus hyper subversifs en ayant un poster de Pulp Fiction dans sa chambre. Mais voilà, j'ai eu la chance sur Clermont-Ferrand de rencontrer un camarade cinéphile, Guillaume. S'il écoute ce podcast, je le salue. Et Guillaume, c'est quelqu'un de très curieux en termes de cinéphilie. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à des petits films bis tchèques sortis dans 3 salles et que en VHS, et aussi bien à du Max Ophuls et Terrence Malick. Et voilà, il a des goûts très éclectiques, Abel Gance et compagnie. Il m'a beaucoup appris sur le cinéma. Et un soir, je lui demandais de me découvrir un film. Il m'a dit « Tiens, on regarde ça ». Et le truc s'appelait Sex Addict. Et moi, j'étais en mode...
Quoi ? Pourquoi est-ce qu'on regarderait ça ? Pourquoi on regarderait volontairement ce film ? Et j'ai beaucoup aimé le film. J'ai été trop surpris. J'étais en mode, j'ai jamais vu un film pareil. Alors voilà, j'arrive après 21 jumpscares, donc je pense que vous avez eu le temps de parler de films beaucoup plus barrés que celui-là. Mais moi, ça a vraiment été mon premier contact et où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? C'est fou. En plus, il y a une énergie particulière qui se dégage de ce film. J'ai eu l'occasion de le voir en DVD, que je possède encore aujourd'hui, qui est rangé à côté de Sex Intention et de Sex Crime. La trilogie interdite. C'est ça, la trilogie. Et le DVD est assez mal fichu. Il y a une espèce d'accélération pâle qui donne l'impression qu'on regarde une sitcom brésilienne. C'était clairement pas un éditeur DVD champion du monde. Et du coup, ça, à mon premier visionnage et à mon revisionnage, parce que du coup, je l'ai regardé hier dans les mêmes conditions, il y a un côté téléfilm un peu fauché. Et pourtant, ça respire la sincérité dans le côté invraisemblable de l'intrigue et des personnages. Même les personnages sont assez fous. Il y a quelque chose de parfaitement sincère et c'est pas le téléfilm qui a été produit vite fait pour combler un trou dans la grille des programmes de M6 quoi. Enfin du M6 américain. Donc c'est un truc qui m'a particulièrement séduit dans ce film. Et quand on m'a dit vas-y choisis un film, j'étais en mode et pourquoi pas Sex Addict. Et en fait, mine de rien, j'ai surtout hâte de vous entendre en parler. Plus que moi, j'en parle. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Il y en a une qui attend ça avec impatience. Ouais. Il y en a une qui a écrit 3 pages. Très bon choix, parce qu'en plus, là, on sort, en effet, comme je dis dans l'introduction, de plusieurs films assez compliqués et qui manquent justement du côté fun de ce film. Sincérité, c'est le mot, parce que de toute façon, c'est un film au final qui dit, malgré son esthétique de téléfilm un petit peu, plein de choses sur l'addiction au sexe, au porno, etc. Donc non, il est vraiment sincère dans sa démarche, Alan Lauter, à tel point qu'il a quand même tenu à faire le film et à le sortir alors qu'il était sous traitement pour un cancer. Il a été diagnostiqué quelques mois avant. Donc non, c'est un vrai projet, c'est un vrai truc qui se tient, c'est pas du tout un film qu'il a fait pour la thune. Non, oui, c'est vraiment... voilà. J'imagine qu'on va en parler, mais c'est son premier film depuis 15 ans. Il n'avait pas fait de long métrage depuis le 3e Basket Case en 93. C'est ça. C'était son retour. Fallait vraiment avoir envie. Il aurait pu continuer je crois que pendant 15 ans, il a dirigé une collection de films bis aux États-Unis. Il aurait pu continuer de faire ça, mais il voulait refaire un film. Il y a une fan parmi nous, quand tu as envoyé ta liste de films, il y en a eu une qui a pété un câble dans la discussion de groupe, Lily, et qui apparemment aime beaucoup ce film. Oui, mais en fait, dis-nous tout. J'ai qu'une seule chose, que quelques mots à dire. Bite rampante en stop motion. Bite rampante en stop motion. C'est tout ce qu'il y a à dire, en fait. Chef-d'œuvre, il a plié le game. Vraiment, pour moi, il y a eu l'invention du cinéma par les frères Lumière, puis l'arrivée en gare de la Ciotat et Sex Addict. Voilà. C'est bon, on peut remballer. À la semaine prochaine, au revoir. Voilà, c'est tout. Salut à tous. Non, mais plus sérieusement, je remercie Hugo d'avoir choisi ce film. Je vous avais déjà mis la pression, faudra qu'on fasse Sex Addict un jour. Voilà. C'est vrai. Non, mais parce que j'adore ce film, je le trouve incroyable. Et vu la progrès des prochaines semaines, vous allez beaucoup m'entendre dire ça, mais c'est vraiment un de mes films préférés de tous les temps. Wow. Ouais, grave. Je suis très content de l'avoir proposé. Alors, mais c'est sale, tellement sale, ça va beaucoup trop loin. On nous met en total inconfort et en même temps, c'est super drôle. Moi, quand il scotche son slip, je hurle de rire. Mais tu sais, quand la bite elle tape comme ça, je trouve ça me fait hurler de rire et en même temps, il y a malaise quoi. Donc il y a un vrai truc dans ce film où t'oscilles tout le temps entre le malaise et le rire. Tu sais, c'est un rire un peu nerveux. Et donc pour moi, c'est une vraie expérience de cinéma comme j'en ai rarement eu. Et je vais essayer de faire court, mais c'est aussi le dernier film d'horreur étiqueté en tant que tel de N.N. Lauter. Et pour moi, en fait, c'est sa conclusion. Il achève de dire tout ce qu'il a à dire dans le cinéma horrifique, en tout cas, tout ce qu'il a envie de dire, quitte à ce que ce soit pas accepté artistiquement.
parce que c'est un projet qui naît d'une frustration aussi. Il l'a écrit du coup avec le rappeur, j'ai peur de mal prononcer, R.A. The Rugeman, pour qui il devait réaliser un clip. Et c'est un artiste qui, comme lui, a souffert de ne pas trouver de financement tout au long de sa carrière parce que ses projets étaient beaucoup trop fucked up. Et il y a même une réflexion là-dessus dans le film, quand Jennifer se voit refuser la série de photos avec les femmes vulves. Le rédacteur en chef du magazine à qui elle les vend, il lui dit que c'est indécent et que les annonceurs risquent de quitter le navire. Et donc on a cette critique des milieux intello où on aime donner à voir des artistes radicaux, mais pas trop quand même. S'agirait de pas trop déborder. Et puis moi ce qui m'intéresse beaucoup dans le film, c'est le propos sur la frustration sexuelle qui, à mon sens, est super intéressant. D'autant que c'est un truc qu'Hélène Lotter soulève aussi dans ses autres films, que ce soit dans Basket Case ou Frankenhooker. Et là, pour moi, il va vraiment au bout des choses, avec une femme qui a une sexualité hors norme et qui l'assume, même si c'est un problème physique, elle choisit de l'assumer, au point d'accepter de s'en trouver isolée et stigmatisée. Et elle fait d'ailleurs un peu peur aux hommes qui la désirent en un sens, mais en même temps qui la fuient, qui n'assument pas, parce que c'est pas accepté socialement que les femmes revendiquent aimer le sexe. Et en parallèle, le mec à la bite géante, lui, il fait tout pour se cacher, il souffre physiquement de sa frustration sexuelle et il fait tout pour la réfréner. Et souvent, en fait, les femmes chez Hélène Lotter, elles sont plus entreprenantes que les hommes. Et peut-être que je vais trop loin en employant l'adjectif féministe, parce que c'est pas toujours le cas dans tous les films d'Hélène Lotter, mais je trouve qu'il y a un truc assez féministe, justement, dans Sex Addict, parce que moi, j'y vois un sous-texte où on nous dit qu'être une femme, c'est subir déjà un poids que la société fait peser sur nos épaules, et que du coup, la femme, elle a sciemment conscience que si elle ne correspond pas à ce qu'on attend d'elle en tant que femme, on va la prendre pour une fric. Donc, autant assumer et devenir une fric. Et l'homme, de son côté, il subit aussi une pression sociale, il doit bander dur pour être un vrai mâle. C'est comme ça qu'il se retrouve avec sa bite géante, d'ailleurs, parce que pour bander, il s'est piqué aux stéroïdes, des choses comme ça. Il se drogue, ouais. Ouais. Mais alors il faut bander dur, mais il faut avoir quand même une certaine retenue. Voilà, donc il y a aussi une pression sociale chez les hommes, mais chez Hélène Lotter, contrairement à la femme, l'homme il est souvent prisonnier de sa condition. Donc quand il doit assumer quelque chose d'hors norme, comme une sexualité débordante, alors même que ça pourrait être un moteur pour son épanouissement, eh bien il devient faible et il fait tout pour retourner à la normalité et donc à la sécurité. Et en fait, ce que je trouve assez ahurissant dans le film, c'est que c'est juste un constat. Le film, il nous dit pas que l'un est meilleur que l'autre, puisque tous les deux ont une sexualité dangereuse. Et pour moi, il y a plus une volonté de rappeler qu'au fond, peu importe les carcans sociaux, on est tous des animaux triviaux. Et je vais peut-être trop loin, je suranalyse peut-être, mais je pense vraiment que ce film est moins bête et méchant qu'il n'y paraît. Or, ça parle de cul. Et quand ça parle de cul, c'est souvent pas pris au sérieux. Et je trouve que c'est un tort dans nos cultures, quoi. Mais enfin bref. Pour conclure, je vais employer un autre gros mot qui est radical. Je trouve que c'est un film radical et tellement radical qu'il conclut un arc dans la carrière de son auteur. Et d'ailleurs, j'y vois un parallèle avec A Dirty Shame de John Waters, qui est aussi un dernier film et qui bizarrement traite aussi des mêmes thématiques. Il me semble d'ailleurs avoir lu dans les bonus du DVD que Frankenhooker, ses premiers films courts-métrages amateurs Super 8 étaient diffusés en première partie des films de John Waters, typiquement. Je sais pas si c'était Dirty Shame ou Pink Flamingo, mais il a fait des premières parties de projection avec ses premiers courts-métrages, donc c'est tout à propos ce parallèle-là. Bah, ils viennent je dirais pas du même milieu, mais ils ont un peu les mêmes obsessions. C'est les bas-fonds, les personnages qui d'habitude sont les frics, qui là deviennent les personnages principaux et qui sont jamais filmés d'une manière condescendante. Tu dis que ça finit un peu la boucle de sa carrière. Il a réalisé quelques trucs derrière. Est-ce que tu les as vus ? Non, mais alors ça boucle tout ce qui est plus horrifique, hein, parce que derrière il fait des docus et il y en a un sur Bansky. Je crois que c'est pas vraiment un docu, mais ça boucle vraiment le pan horrifique en fait de sa carrière. Il fait deux petits documentaires en fait. Il fait un documentaire sur Herschel Gordon Lewis, donc l'inventeur du gore, et un deuxième documentaire sur la sexploitation, où il apparaît en tant que monsieur loyal, en fait, qui va expliquer l'histoire du truc pendant tout le documentaire, et les deux sont vraiment intéressants. Ok, d'accord. Oui, donc fini en fait la fiction, quoi. Oui, voilà. Merci beaucoup pour cet éloge. De ton côté, Amélie, est-ce que tu as été aussi fan du film que Lily ? Alors moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est un film que effectivement je trouve radical et intéressant, même visuellement.
Et justement, il y a quelque chose sur le visuel dans ce film, puisque c'est le premier film en Zizi Vision de l'histoire du cinéma. Mais en fait, ça semble être une blague, le fait qu'il y ait des plans depuis les braguettes ou depuis directement la bite, mais c'est pas si con que ça, parce que pour moi, c'est un film qui parle vraiment de la scopophilie. C'est-à-dire du coup de l'excitation par la vision, en fait, le fait d'aimer regarder du porno, par exemple. Les deux personnages principaux, ils ont chacun, ils sont très complémentaires, hein, bien sûr, et dans leur sexualité, et dans leur manière de l'exprimer, et dans le fait qu'il y en a une qui a un délire un peu religieux et l'autre qui a un délire sur la drogue, mais bon, on est sur l'extase en fait dans les deux cas. Mais ils sont très complémentaires aussi dans leur manière d'avoir une attirance sexuelle dans ce qu'ils voient, en fait. Par exemple, Jennifer, elle produit du porno. Elle filme du porno. Quand elle filme ce clip de rap, c'est très clairement du porno. La manière dont elle s'adresse à ses acteurs quand elle fait un shooting photo, elle parle comme si elle était en train de baiser, en fait. Et aussi, elle photographie ses amants avant de les tuer quand elle les baise. Donc elle est vraiment, elle produit de l'image pornographique et elle prend du plaisir à produire de l'image pornographique. Et à l'inverse, Bat, il aime regarder de l'image pornographique. C'est-à-dire que tout autour de lui, dans son appartement, il y a plusieurs écrans de télé qui diffusent du porno en continu. Et même quand il se masturbe avec sa machine à masturber, qui fait très peur d'ailleurs, je trouve. Oui. Il regarde une VHS de son ex, ce qui n'est pas une VHS porno, mais en tout cas, il regarde le visage de celle qu'on comprend être son ex-petite copine. Donc il y a un truc comme ça où il la regarde sur VHS. Et du coup, tous les deux, quand on se dit qu'ils vont se retrouver, qu'il va y avoir un truc complémentaire dans le fait de se retrouver, mais elle, par exemple, elle le regarde baiser une prostituée. Et d'ailleurs, elle le filme. Et ensuite, elle va encore filmer la prostituée qui a un orgasme interminable. Là, ça n'en finit jamais. Mais ils sont tous les deux voyeurs l'un de l'autre en permanence. Et ils sont voyeurs de leur propre sexualité. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait des points de vue depuis leurs organes génitaux respectifs, c'est comme si leur propre sexe était aussi des voyeurs de leur sexualité. Donc il y a vraiment un truc là-dessus sur le voyeurisme. Et ce voyeurisme, il va jusqu'à le voyeurisme du réalisateur. Et je pense que N.N. l'auteur, il a un vrai truc là-dessus sur le fait d'avoir une caméra qui est voyeuse. D'ailleurs, dans ce film, parfois, on a même l'impression que c'est filmé à la première personne d'un spectateur qu'on ne voit jamais. Il y a des regards caméra, il y a une caméra comme ça qui suit les personnages comme si on était derrière eux à les suivre et à les regarder. Et du coup, ça renvoie aussi à la scopophilie du spectateur, c'est-à-dire que nous, on est en train de les regarder, en train de se regarder, en train de faire du porno, en train de regarder du porno, et on regarde aussi, on les regarde dans leur sexualité, dans leur intimité. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi sur le voyeurisme dans ce film, et notamment le voyeurisme du cinéma bis finalement, parce que le cinéma bis est aussi un cinéma voyeur, mais peut-être que tous les cinémas le sont, et je vais m'arrêter sur cette réflexion. Je vais vous laisser réfléchir. Voilà, à méditer. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Sachant, je rebondis, t'as dit qu'en plus, il a sa machine à se branler, il regarde pas une vidéo porno, il regarde le visage de son ex. Dans le film, il y a ces nanas lors d'un shooting qui ont un vagin sur le visage. En plus. Ouais. Il y a tout un rapport là-dessus aussi que j'avais commencé à voir. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'ex, justement, les deux ont des histoires d'ex déçus. La fille aussi a justement ce côté, cette histoire d'amour déçu qui fait qu'elle a arrêté de croire en la romance avec la sexualité. Elle a arrêté de croire en l'association de l'émotion et du plaisir sexuel. Il y a un côté désabusé qu'il y a chez les deux personnages. Comme tu le dis, Amélie, on a l'impression qu'ils sont faits pour se rencontrer. Et je ne sais pas si on doit spoiler ou non la fin du film dans cette discussion, ou si on doit plutôt donner envie aux gens de le voir eux-mêmes. Ce sera un point spoiler. On a déjà bien parlé du film. J'en parle pas tout de suite. Alors. Mais ça trouve un sens dans la fin du film. Vous pouvez spoiler dans les discussions et tout, etc. Quand je dis point spoiler tout à l'heure, je pense que c'était l'instant de dire aux spectateurs on a vendu le film, on a dit ce qu'on en pensait en général, pas tout le monde. Mais en effet, il y a 2-3 séquences qu'il faut vivre. Ah oui. Je pense. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, t'as parlé de grosses bites rampantes. Lily, je pense que les gens devraient s'arrêter là. On aurait dû être là. En effet, il y a une séquence
hyper folle à la fin. Bref, allez-y, c'est trouvable en DVD pas cher. En plus, pour le coup, il était en DVD avec Mad Movies à l'époque, en 2008-2009. Ah, c'est comme ça Et que je je crois l'ai que vu ça va être sur la boutique Mad Movies, il était à 4€. Et Donc, voilà, bah c'est comme ça qu'on l'a tous, je pense, chopé, parce qu'il n'y a pas eu d'autre édition depuis. Je l'avais eu avec le magazine à l'époque. Moi, c'était pas mon premier rapport avec le bis ou l'horreur, c'était mon premier rapport avec le porno. En 2009, j'avais 15 ans, Internet n'était pas encore développé comme maintenant. On va dire que c'était pas aussi accessible. Et j'avais pas encore les bonnes clés en main, si tu veux. Et Oh, tu tournes autour du pot, mec. ouais, voilà. Bref, ma mère me chopait souvent les Mad Movies. C'est comme ça que j'avais découvert des trucs à la Virus Cannibal, les Zombies 3, les classiques qui arrivent, Sex Addict. Et même si j'étais habitué à voir les scènes de cul dans le film d'horreur que tu croises, etc., il y a quand même une bonne esthétique du film de cul dans Sex Addict. En plus, comme tu l'as dit, Hugo, c'est un film tourné un peu avec un aspect de téléfilm, suréclairé, c'est des grands espaces, etc. Donc en plus, t'as vraiment cette esthétique de boulard, en fait, qui émane du truc. Et voilà, Romain, 15 ans, c'est m'en laissé dans la gueule en espérant voir un film d'horreur. Et en fait, non, il a eu un film de bite rampante, comme tu l'as dit, Livy. Donc une très belle baffe à l'époque. J'ai découvert plein de choses comme ça. Voilà. Mais en plus, il y a du porno dans le film. Enfin, Oui, il y a du des porno. scènes, Ah il y a non, des extraits de porno. Il y a des séquences du film, quand je faisais mes recherches pour le podcast avant, il y a des séquences du film qui sont sur des sites de cul. Oui, Voilà. ça m'étonne pas. L'attaque de la bite dans la douche, elle a fait son effet, je pense, parce qu'elle est partout. Je faisais mes recherches sur le film. Je suis un animateur. Attends, Impliqué. merde, le mot Impliqué. merci, Oui. je l'avais oublié. Oui. Contrairement à ce que certains disent sur les réseaux. Mathieu, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah écoute, moi je vais pas être très original et puis de toute façon je pense que tout a été dit et très bien dit d'ailleurs juste avant moi. C'est un film que j'aime bien. Je connaissais déjà N.N. Hutter parce que j'avais vu quasiment tous ses films au moment où j'ai vu donc Sex Addict et c'est pas forcément mon préféré. Je le trouve presque soft comparé à tout ce qui a pu précéder, mais quand même voilà, si on se met dans la peau de Mr. Fox quand il découvre le film, je comprends que ça laisse des traces, mais voilà, je conseille aussi pour les personnes qui découvrent donc l'œuvre du bonhomme d'enchaîner après avec Elmer le remue-ménage, qui est le deuxième ou troisième film de N.N. Hutter et qui a une thématique un petit peu similaire. Enfin, là aussi, il y a une espèce de beat un peu autonome là, qui se détache et qui va faire sa vie toute seule et faire de la merde. Il y a voilà, il y a encore le truc avec l'addiction, il y a encore le truc avec les bas-fonds d'une ville qu'on devine être New York, parce que N.N. Hutter, je crois, est né là-bas. D'ailleurs, il a un petit point commun avec un autre réalisateur new-yorkais qui est William Lustig, c'est qu'ils ont un producteur en commun, James Glickenhaus. Glickenhaus qui apparaît d'ailleurs dans le film, qui joue l'éditeur, donc le mec en fait qui refuse les photos à l'héroïne, et James Glickenhaus en fait c'est le mec aussi qui a produit Maniac Cop pour William Lustig. Et voilà, enfin Lustig est tellement bouclé. c'est pour toi ça. Et William Lustig, c'est avec donc N.N. Hutter et peut-être aussi Abel Ferrara, enfin l'autre grand réalisateur qui filme les bas-fonds cracra de New York. Donc vraiment, si vous aimez un petit peu cette esthétique faite de néon années 80, violet, dégueulasse, avec des SDF agressifs et des prostituées camées au dernier degré et de la crasse partout et du sexe un peu sale. Oui. Voilà, N.N. Hutter, il y a très peu de films. C'est pour vous, c'est des Lily Movies, voilà, c'est du bonheur. Mais ce que tu dis sur la manière de filmer, alors la ville pour le coup, moi c'est aussi pour ça que j'ai pensé téléfilm, c'est parce que ça m'a beaucoup fait penser dans la manière de filmer, effectivement on en a déjà un petit peu parlé, mais même dans la tronche de l'image, à ce que je regardais dans la trilogie du samedi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté il y a ce côté téléfilm, il y a ce côté M6. Et j'ai parlé de séries, mais ça concerne aussi les films qui passaient le dimanche après 1h du matin, quoi, qui avaient aussi cette esthétique-là, quoi. Moi, c'est une de mes petites réserves, en fait. C'est une de mes petites réserves sur Sex Addict, c'est justement cette esthétique très téléfilm, quoi. Là où vraiment, les premiers films d'N.N. Hutter, tu sentais que c'était tourné avec une caméra qu'ils avaient louée et qu'il y avait du grain, c'était dégueulasse, la vieille péloche...
pour ça qu'il faut choper, si c'est possible pour ceux qui nous écoutent, le Blu-ray de Basket Case, Frère de sang en VF, parce qu'il filme New York et la pellicule crado dedans, et il le filme super bien. En termes d'atmosphère, c'est fou. Et il y a surtout Frankenhooker, en fait, avec l'histoire très N.N. d'un mec qui assassine sans le vouloir sa petite copine à coups de tondeuse à gazon et qui ensuite va aller la reconstituer en assassinant des prostituées sur la 42e rue. Déjà le pitch. Et sauf qu'en fait, une fois le pitch est génial. Sauf qu'en fait, une fois reconstituée, vu qu'en fait sa copine c'est juste des morceaux de prostituées, elle retourne sur le trottoir quoi. Et du coup c'est n'importe quoi. Et il y a une scène fabuleuse dans le film où il y a je sais pas combien de prostituées qui explosent littéralement. Et voilà, c'est poétique cinéma. Il faut voir ce film. Lily, t'avais un truc à dire? Oui, non, mais je voulais revenir sur l'aspect téléfilm érotique, effectivement. Moi, je crois que c'est très voulu et je trouve que ça présente un intérêt. Il y a même un truc qui fait fortement écho dans le film, c'est qu'en fait, ils vont se croiser, les deux personnages principaux, parce que l'un prête sa maison pour un shooting. Et c'est souvent ça, en fait, les décors de films érotiques, c'est des gens qui ont des jolies maisons, des biens d'exception, qui pour un petit billet veulent bien prêter leur maison et si possible se rincer l'œil. Et voilà, le film il fait un peu écho. Il y a cette scène où il croise une des nanas du shooting qui lui fait un peu du rentre dedans. Donc je pense que ça parle à tout un imaginaire, quoi. Je regardais avant l'émission, j'avais été surpris de voir qu'un éditeur anglais, Séverin, je crois, je sais pas si ça se prononce Séverin ou Séverine, en a édité un Blu-ray 4K. Et je suis très curieux de savoir ce que donne une restauration et une sortie 4K sur un film qui a clairement été filmé avec une caméra numérique du milieu des années 2000, quoi. Il y a ce truc un peu low cost. Je me demande comment une restauration 4K peut donner du sens à ça, quoi. Après, Séverin ou Séverine, parce que moi aussi je sais pas, sortent beaucoup de films tournés en vidéo ou avec un Canon 5D ou tout ça, ils s'en foutent et ils arrivent quand même des fois à upgrader un peu l'image. Je sais pas s'il y a de l'IA, je sais pas si des fois ils trouvent des sources qui permettent un peu de faire un remaster sur le montage direct, tu vois, sur l'export. C'est de la magie. Après, en effet, sur ce film-là, je sais pas si c'était utile de faire de la 4K. Après, c'est Séverin, ils s'en foutent, ils restaurent tout en 4K, hein, donc ils ont Birdemic, la trilogie en 4K. Mais c'est un éditeur que c'est bien qu'on en parle, eux, c'est des fous. Un jour, il faudra qu'on fasse d'autres films qu'ils ont. Mais ouais. Et dans un beau coffret en plus, tu vois, je l'ai en face de moi, c'est un digibook de fou, nouvel artwork, 4 heures de bonus, avec des courts-métrages, du producteur et tout. Donc, voilà, un commentaire audio de N.N. Lauter. Ouais, c'est ça, tout le monde est revenu. Donc pour les fans totalement fous, voilà, c'est disponible. J'ai vu cette version en fait. Et la 4K est loin d'être honteuse, elle est très jolie. Voilà, pour le coup, ça se tient. Et ça a même oui, j'ai pas la VF du coup. Je l'ai vu en anglais, sous-titré anglais. Et du coup, pour le coup, ça renforce le côté très téléfilm érotique, voilà. Ouais, mais du coup, ça fait sens dans l'histoire. Oui, encore plus, du coup. Ça m'a beaucoup plus sauté aux yeux que la première fois que j'ai vu. Alors, du coup, si je peux apporter mon grain de sel, parce que c'est un petit peu le seul truc dont je sais parler, j'ai revu le film en VF pour préparer cette émission. Et la VF est très réussie. En l'occurrence, c'est une VF belge qui a été dirigée, pour la petite anecdote, vous ressortirez ça en soirée, ça fera marrer les copains, a été dirigée par Daniel Nicodème, qui était le directeur artistique de Pokémon. Donc voilà, les grands écarts. Le CV de fou. Non, mais en vrai... alors, j'ai pas retenu le nom de tous les comédiens, d'autant que les noms sont pas ordonnés dans le carton, donc c'est impossible de savoir qui a doublé qui. Je connais pas trop les comédiens belges, mais ce que je peux dire, c'est que le doublage est assez réussi dans le sens que les comédiens qui ont fait la VF ont cru complètement au film. Ils ont pas traité ça avec dédain en mode bon, de toute manière, c'est un film de merde, doublons-le par-dessus la jambe, de toute façon, personne ne le regardera. Je pense qu'ils ont vraiment compris ce qu'il y avait à défendre dedans. Et les acteurs sont très bien doublés. Le personnage du dealer, du fournisseur de Bats est parfait en VF. Il a un petit truc très chouette. Et même de manière générale, toute cette scène qui se déroule dans un espèce de simili-squat avec une junkie qui vient agresser son petit copain est très très réussie en VF. Ça marche très 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 bien. Donc je sais que c'est
sans doute pas la majorité des auditeurs de Jumpscare qui sont dans cette démarche-là, mais si vous devez le voir et que vous hésitez à le voir en VF, vous pouvez le regarder en VF. La VF est assez réussie et complètement dans le ton du film. Qu'on nous parle rarement de la VF des films qu'on chronique, me force à mettre toujours la bande-annonce en VF et à choper une réplique de la VF pour rendre hommage un peu à ça, et à choper les affiches françaises aussi pour faire vivre un peu notre patrimoine quand il y en a, parce que des fois elles sont abominables, faut bien le dire. Celle de Sacha Hadid, elle est sympa, je crois. Du coup, si tu as l'occasion de passer des extraits en VF, je tiens à dire encore une fois, en tant que grand défenseur de la VF, que notre langue française est magnifique et mérite d'être défendue. Et d'entendre un comédien de doublage très investi, encore une fois, et très professionnel, gueuler « Ma bite est partie putain, cette bite énorme, là, elle cherche de la chatte, elle est programmée pour trouver de la chatte !» C'est parfait. C'est vraiment, quand je dis que ça a été très bien doublé, c'est que moi, si j'aime aussi beaucoup regarder des VF, c'est parce qu'il y a des mots qui résonnent plus dans ma langue maternelle et que ça me fait beaucoup plus rire d'entendre quelqu'un gueuler bite que dick ou coq, qui sont des mots qui résonnent aussi pour moi, mais pas autant que le mot français bite. Et la VF de Sex Addict est remplie de magnifiques expressions très imagées, totalement respectueuses de la VO, là, pour le coup. Ah, mais en France, on a un très bon vocabulaire pour tout ce qui est bite, cul, nibar et tout. Enfin, voilà, là-dessus, vraiment, oui. On est à fond. On va pas aller dans ce débat-là, sinon ça va durer très longtemps. Bien sûr, on va virer sur le côté beauf de Jumpscare. Mais non, mais c'était très intéressant. C'est moi qui me retiens de balancer des trucs très beaufs. Il reste un avis, il reste le bourreau, comme on l'appelle. Dario, Sex Addict, qu'est-ce qu'on en pense? On va se fâcher. On va se fâcher, Dario, là. Il a pas parlé, laisse-le parler. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai été anormalement silencieux pendant tout le début de cet épisode. Mais même la journée, mec. Souvent, on spoil un peu nos avis dans la discussion de groupe, tu vois, où il y a un peu un ressenti. T'as pas parlé. Mais parce que on est peut-être en face du premier film qui me fait fermer ma gueule parce que j'ai besoin d'y réfléchir très longtemps, en réalité. Il ferme enfin sa gueule. Mais ça veut pas dire que je vais fermer ma gueule. Je sens une hostilité. En fait, on va pour parler un peu de ce dont vous avez parlé, pour rebondir un petit peu, vous parliez justement d'esthétique un petit peu télé, film de boule et tout. Et moi, en fait, ça m'a vraiment fait penser à l'esthétique de The Room de Tommy Wiseau. En fait, dans tout ce qui est décor, au-delà du fait que la caméra et tout, c'est un peu la même texture. Parce que The Room, c'est un film de cul sans le cul. Ouais, voilà, mais oui. En termes de décor et tout, c'est vraiment un peu The Room, je trouve. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vu un espèce de mélange entre un film de Cronenberg et un film de Tommy Wiseau, tu vois. Il y a une espèce d'alchimie qui fonctionne, mais pas totalement, parce que c'est des univers qui vont pas ensemble, tu vois. Donc, malgré certains plans que j'ai trouvé quand même plutôt fous, notamment le plan vu depuis le pénis. Encore que le plan vue intérieur du vagin vers l'extérieur, je trouve qu'il est encore plus fou que le plan à la première personne de la bite. Gaspard Noé avant l'heure. Un petit peu, ouais. Du coup, il y a quand même plein de choses dans le film que j'ai bien aimé, même si j'ai l'impression que le film est un petit peu ce qu'il critique dans le fond. Il critique un petit peu avec le personnage de Jennifer, en fait, ces artistes qui essayent de faire un peu du subversif, où même elle est très agressive dans sa façon de prendre les photos et tout. Et je trouve que il y a un truc un peu hyper cru, etc. Et je trouve que le film est un petit peu ça. Il le critique, mais c'est un peu ce que le film est. Du coup, il y a une espèce de dichotomie où je m'y retrouve pas perso, quoi. Donc c'est assez compliqué pour moi d'encenser le film autant que vous, en tout cas. Il y a vraiment des points à défendre. Encore que j'ai encore 2-3 trucs où je trouve que ça pêche un petit peu. Notamment, du coup, l'écriture des dialogues. Moi, je l'ai vu en VO, pour le coup. L'écriture des dialogues et le jeu d'acteur, en vrai, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui... En tout cas, pour tout ce qui est dialogue, qui les dit vraiment très bien, je trouve. Ceci étant dit, je trouve que Bats, il joue peut-être pas très bien les dialogues, mais il a une espèce de présence physique comique, un petit peu... on sait pas non plus du Evil Dead, quoi, mais il y a tout un truc où avec son corps, il fait des choses des fois que je trouve très drôles. Genre quand la meuf du voisinage, elle vient lui dire la maison elle est encore jaune, machin... Et il commence à répondre à sa bite parce qu'elle lui parle, et du coup il commence à se taper la bite avec la porte d'entrée.
ça c'est quand même hyper drôle et l'acteur est vraiment très investi dans ce truc-là, donc évidemment que ça me fait beaucoup rire, quoi. Tout le reste, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'acteur qui est vraiment pas investi, mais genre qui est vraiment qui se donne à fond en termes de diction, de dialogue, quoi. En fait, c'est un film qui est quasi amateur et les personnes voulaient trop faire c'est pour ça ce que j'ai film. 10 €, Il est autoproduit. Ouais, il est autoproduit et en fait, les acteurs, ils ont été recrutés par le rappeur qui coproduit donc et il les a recrutés via MySpace. Ça, c'est beau. Et la légende veut que Bats, l'acteur principal, a été recruté sur Craigslist, qui est l'équivalent américain du Bon Coin. Donc oui, il y a une vibe très amateur du coup et effectivement, des fois ça dessert un peu le film, je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, il faut tendre l'oreille parce que pendant le générique de fin, la chanson qu'on entend, c'est en fait une chanson qui raconte grosso modo comment le film a été fait, quoi. Les galères de tournage et tout, à quel point c'était la merde. Et du coup, pour rebondir sur cette histoire de musique, la présence du hip-hop dans le film, elle me pose quand même pas mal de questions. Au-delà du fait que un des producteurs soit un rappeur et qu'il y ait des rappeurs qui jouent dans le film, je trouve que ça va pas vraiment avec le ton du film, quoi. À chaque fois qu'il y a un moment où il y a un personnage qui marche, qui va ailleurs et tout, il y a une grosse musique de rap des années 2000. Moi j'aime bien, il y a pas de souci, mais c'est juste que je trouve que c'est pas vraiment dans le ton de ce que je vois, quoi. Et du coup, Romain, pour rebondir sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, mon rapport avec N.N. Lauter, moi j'ai découvert Frankenhooker cette année, c'était le premier film de N.N. Lauter que j'ai vu. J'ai pas encore vu les Basket Case, désolé Lélie, mais c'est dans mes listes de films à rattraper. Tu passeras chez moi cette semaine. On va se faire la ça doit trilogie. être réparé et vite. Un marathon. Mais je doute pas que ce soit très bien. En tout cas, Frankenhooker, j'avais beaucoup aimé, notamment parce que c'est vachement plus loufoque et vachement plus. Ça s'assume beaucoup plus en tant que comédie. Je trouve que Sex Addict, qui essaye quand même d'être un peu un film d'auteur qui veut dénoncer des trucs, mais en même temps être une comédie. Donc Frankenhooker, c'est plus barré et moi ça me parle beaucoup plus. Mais après, c'est évidemment hyper subjectif. Mais par contre, du coup, je suis peut-être plus intéressé par la seconde partie de sa carrière où il fait des documentaires sur. C'était quoi, sur le sexe Sexploitation et Gordon Lewis. Et ça, du coup, pour le coup, ça m'intéresse vraiment, notamment parce que c'est un réalisateur qui a parlé de ça dans ses films de fiction. Et du coup, voir un documentaire de ce gars-là, ça m'intéresserait vraiment de le voir. C'est un très gros cinéphile qui parle très bien de cinéma. En plus, ça, c'est un gros avantage. Parle de tous les films que tu veux. Il connaît tout, surtout. Il a même parlé dans les bonus de Devil Story. Ah, j'allais le dire. Voilà. Okay. Nanarland l'avait chopé en 2010 pour la sortie du Blu-ray chez Cheap Tapes DVD, de Devil Story. Et il est à fond dedans, tu vois. Tu vois que c'est un mec qui aime vraiment ça, qui adore la pellicule, qui adore le bis. Et c'est passionnant, en tout cas. Et on finira par le faire, hein, Devil Story. Hein. Il nous poursuit, ce film. Ah bah oui, bien sûr. Mais on le fera pas sans partenariat. Non. Pulse Édition. Pour revenir, tu disais que c'est quelqu'un qui aime énormément le bis. Ça se retrouve aussi dans Sex Addict parce que il nous fait de la stop motion quand même en 2008, où c'est plus du tout la mode. Et pour le coup, la stop motion de Sex Addict, elle est incroyable. Vraiment, elle est très très chouette. Je sais pas en quoi elle est faite la bite, mais elle est vraiment tangible. Elle est répugnante. La phrase est folle. Et à la fin, je trouve ça dingue quand elle lui fait du bouche à urètre. L'urètre qui devient quasiment une bouche, jusque dans le moindre petit détail. C'est fou, quoi. Pour un film de 2008 où on aurait pu s'affranchir de cette difficulté technique et faire un effet numérique, quoi. Mais même, j'allais dire, il y a énormément, pendant le dernier tiers du film, même le dernier quart du film, il y a énormément de moments, il y a énormément de très gros plans de la bite, et on sent qu'elle a été conçue avec énormément de soin. Elle est effectivement répugnante à tout point de vue, quoi. Mais effectivement, même des fois, la caméra fait presque un macro sur le méa et sur des trucs comme ça. C'est invraisemblable, et en même temps tu sens qu'il en est fier de ce machin. Et effectivement, à côté, en comparaison, quelques scènes en effets spéciaux, comme notamment les accouchements, semblent beaucoup moins réussies, beaucoup moins abouties. Et bon, je pense qu'il a fallu se concentrer à choisir entre les bébés déformés et la bite. Il a choisi la bite. À raison, je pense, parce qu'effectivement, Lily, ce que tu disais, même la fin, tu parles du bouche à bouche, mais même, on voit la bite respirer. On la voit, et c'est
Elle lui fait un massage cardiaque aussi. Ouais. Il respire plus, elle lui fait un massage cardiaque. Non mais c'est extrêmement impressionnant, je veux dire, de voir cette bite qui respire et tu l'entends halter, tu l'entends agoniser et t'es en mode mais qu'est-ce que c'est que ce machin quoi. C'est bien que tu parles des accouchements parce que j'étais en train de penser qu'on parle que de bites et que les auditeurs, auditrices qui sont plus là pour le cinéma d'horreur, on va dire, doivent se dire mais est-ce qu'ils sont pas en train d'inventer un film? Est-ce qu'ils parlent pas d'un film de cul? C'est un vrai film, c'est un vrai film. C'est un vrai film. Est-ce que on est hors sujet? Non. Il y a bien des séquences bien crado dedans, dans le fait que Jennifer accouche quasiment en fait une demi-heure après avoir Ken, et c'est souvent des bébés mutants dégueulasses qui finissent à la poubelle quoi. Oui, Ouais, c'est ça. Oui, puis elle est quand même tueuse en série, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Elle tue chacun de ses amants, et quand il y a son apprenti, elle est photographe, et son apprenti regarde tous les clichés qu'elle a appris, et même je crois que dans le générique, ils te mettent toutes les photos qui sont incroyables, d'ailleurs je les trouve très belles, ces photos. Je suis d'accord. Qui sont vraiment... Donc elle les prend en photo dans leur orgasme, mais en même temps dans le fait qu'elle les tue. Donc c'est quelque chose, c'est des montages un peu flous de visages, c'est un peu horrifique, mais en même temps je trouve ça trop cool. Et du coup oui, elle tue les gens quoi. Il y a quand même quelques scènes de meurtre assez sanglantes. C'est ça, c'est ça. J'écouterai au montage si c'est pas trop choquant que on n'est pas. En fait, on s'est jeté sur la bite directement. Je tiens à remettre en contexte. Parce que c'est le moment le plus, c'est les moments les plus marquants du film aussi parce que c'est ce qu'on voit le moins à l'image. J'ai pas votre expérience du bis, mais de ce que j'ai pu en voir, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus quoi. Mais moi c'est pas ces scènes-là moi que je vais retenir par exemple en vrai. Moi la scène que je pense qui m'a le plus marqué et que je vais retenir, c'est au tout début quand elle brise le 4e mur, elle parle à la caméra quand elle jette le bébé à la poubelle, et en fait au début elle était en voix off, et après elle parle directement à la caméra et elle dit bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, enfin vous comprenez pas, c'est pas un vrai bébé machin. Il y a tout du coup je me dis le film va parler d'avortement pendant tout le film et tout. Non. Finalement c'est quand même assez en filigrane, c'est vraiment très peu présent. Surtout que le film, je trouve que vers la fin, il prend une tournure où ça parle, où les deux personnages ils mentionnent souvent Dieu, etc. Et donc ça parle un peu de religion. Je trouve que c'est pas vraiment à sa place dans le film. En tout cas, c'est pas le film que j'aurais aimé voir. J'aurais préféré que ça parle plus sur l'avortement, surtout qu'aux États-Unis c'est compliqué. Ça rejoint un peu ce que je disais, qu'en fait elle se refuse à correspondre en fait au carcan sociétal de ce qu'on attend de la femme en fait, et du coup dès le début elle te dit même la maternité en fait je m'en fous. Même la maternité je m'en fous, et va falloir que toi qui me regarde, tu acceptes que c'est un détail dans ma vie. Ouais, mais cette scène, j'ai trouvé, pour le coup, je trouve qu'elle jouait plutôt bien sur cette scène-là, et je crois que c'est la scène que je vais retenir du film, à mon avis. Moi, c'est la séquence d'attaque de la bite. Dans l'immeuble, il y a 4 minutes, 5 minutes, voire plus, où vraiment t'as juste la bite qui se balade dans l'immeuble et qui attaque tout le monde. Cette séquence possède des murs plans. Ouais, voilà. La bite qui traverse des murs. T'entends juste des vieux pocs dans le placo, et tu vois juste un vieux chibre qui passe à travers. Qui est de plus en plus abîmé en plus. Elle pète les murs et les plaintes avec son petit gland là, c'est trop mignon. C'est ça. Un remake de Shining avec la hache, mais version bite. Oui, complètement. Voilà. Moi, je trouve que le moment où Bats abandonne la prostituée dehors parce qu'elle a un orgasme depuis 2 heures. D'ailleurs, bravo de l'abandonner dehors, c'est pas ouf. Et Jennifer sort de son buisson et elle a son long manteau, ses chaussures à talons, et elle est toute habillée comme ça, et elle filme cette prostituée qui, elle, est au sol. Elle est pas en sous-vêtements, mais elle a sa mini-jupe et son crop top qui sont remontés, donc elle est à moitié nue. Et en fait, je crois que c'est une photo célèbre comme ça d'un photographe qui est au-dessus d'une femme en sous-vêtements et qui la photographie comme ça, et je trouve que ça fait une référence et qu'il y a quelque chose d'hyper cru dans ce geste-là de ces deux femmes. En plus, c'est éclairé par elles sont dans la rue, c'est éclairé par un lampadaire, ça fait une tache de lumière, et je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un plan du film qui fonctionne trop bien et qui est limite un peu glaçant, qui est très bizarre, enfin moi qui m'a mis très mal à l'aise. C'est vrai que ce plan-là aussi m'a marqué quand je l'ai revu. La lumière en douche, effectivement, ça donne presque l'impression d'une scène de théâtre, où il y aurait qu'un seul projecteur. Ou une scène de crime presque.
En fait, moi, sur le coup, ça m'a fait penser au générique de Mr. Bean, où Mr. Bean tombe du ciel dans une tache de lumière. Et puis je me dis, non, mais c'est juste moi, ça. Je suis pas sûr que c'est l'attention, effectivement. Mathieu, tu voulais compléter ? Bon non, en fait, ça m'avait juste fait penser à un film que j'avais totalement zappé, je crois devant lequel je m'étais même endormi, qui s'appelait Killer Condom, où là c'est pas une bite en fait qui attaque les gens, c'est un préservatif avec des dents. Et je viens de me rappeler aussi d'un autre film un peu plus connu qui s'appelle Teeth, où là c'est un vagin en fait avec des dents. Avec et des du coup, dents. je suis en train de me dire, mais il y a peut-être limite un sous-genre d'organes génitaux assassins. Il faut que je me penche un peu dessus, quoi. En tout cas, c'est la 3e fois qu'on fait un film dans Jumpscare où il y a une bite détachée d'un corps et qui est au centre d'une action, quoi. Donc, je sais pas, on a peut-être Je vois pas quel autre film il nous reste là-dedans, en fait. C'est vrai. Bah, heureusement que j'étais là parce que j'ai pas fait les 2 premiers, donc j'ai failli louper la partie beat quoi de Jumpscare. Maintenant on va passer à d'autres trucs. T'es dans le lore, c'est dans le lore, c'est bon, t'inquiète pas. On va passer à l'avis des auditeurs, si ça vous dérange pas, parce qu'il y a eu du monde. J'ai dû élaguer un nombre de belles bites, évidemment, assez fulgurant sur Instagram. Ils étaient chauds, le même est là, le même vit. Nadoti Doumé, qu'on salue au passage de sa Corse, nous a envoyé « C'est pas bien du tout à mon souvenir. Je compte sur vous pour me donner envie de lui redonner une chance. » Et tu nous diras si on t'a aidé à le revoir à Nanarland, du coup, puisqu'on va se croiser sous peu, d'après les rumeurs. Et moi qui viens gâcher le plaisir de tout le monde à la fin, mais oui. Oui, mais toi, tu viens pas d'Anarland, donc déjà, tu vas esquiver la haine. Tu vas survivre. Il évite ses haters. Non, et puis t'as été moins cruel que la réputation que tu as vis-à-vis de Sex Addict. Tu lui reconnais des qualités et tout. Non, mais il a Ouais, peur je suis de un moi, bourreau, c'est quoi. pour ça. Oui, non, c'est qu'en fait, il a Vous croyez que enchaîné Mylène, elle est 2 pas là épisodes. Ouais. Mylène elle est pas là, il y a enchaîné une 2 raison. épisodes de fou. Il a enchaîné Hold, qui est déjà dans le lore de Jumpscare, malheureusement, parce qu'il a chié sur le film tout le long. Et je continuerai si jamais on fait un épisode 2 sur Hold. C'est ça. Baron Idolâtre nous a écrit « Ce film nous plonge dans un univers unique où l'anatomie humaine atteint des proportions épiques. Comme si Salvador Dali s'était aventuré dans le cinéma. Une perspective fascinante sur l'expression de soi à travers la sexualité, aussi singulière que les œuvres de David Lynch. Une expérience cinématographique tout à fait originale qui pourrait être qualifiée de Pulp Fiction de l'érotisme. Le traitement audacieux de Frank Henenlotter rappelle le style de Quentin Tarantino, mais une touche de Tim Burton pour l'étrangeté. Mais sinon, belle bite. Il y a un nom par ligne dans cette avis. Quand même. Je suis assez C'est un peu d'accord. de la branlette c'est un peu de la branlette intellectuelle. si vous Ouais, voulez je suis mon assez avis. d'accord jusqu'à Pulp Fiction. Je vois Ouais. pas trop le côté Tarantino, perso. Le premier paragraphe, Ah, c'est parfait. Ouais. Tarantino, c'est parce qu'il y a un moment où ça brise un peu le 4e mur, j'imagine, mais encore que c'est plus Scorsese, mais Ouais, puis c'est 2-3 histoires. Mm. Ouais, il faudra n'y a pas développer des ça. gros plans sur des Pardon. pieds, donc je vois pas le... Ouais, moi non plus, je vois pas le rapport. Lionel Rondoudou, toujours mon pseudo favori, je le dis à chaque fois, mais moi, ça me fait... Voilà. Respect absolu à Henenlotter pour sa carrière, sa déviance artistique et son caractère de barjo, mais à côté de quelques chouettes titres, il a aussi quand même enquillé de sacrées bouses, dont celle-ci, qui est dans mon souvenir à la limite du regardable. Oh là là. Je suis outré. T'inquiète, il y a des bons avis. Même moi, j'irais pas jusque-là, en vrai, donc c'est dire. Hein. Stéphane Bouillet, en tout cas du Chat qui fume, nous vient en renfort, puisqu'il a juste écrit un chef-d'œuvre. Voilà. Voilà. bah, C'est pas choquant, puisque Stéphane, quand il y a du tété et du... Voilà, il est pas loin, on le connaît. un homme de goût. c'est ça. Very Nasty Stories, qu'on salue évidemment, nous a juste envoyé, attention, roulement de tambour, cultissime. Ah. Voilà. Bien sûr. Voilà. T'as fait mieux. Bref. Androstaube, une bonne leçon d'éducation sexuelle. Prenez soin de vos chibres ou il ira péter des escalopes sans vous. Waouh. Ok, Bigard. C'est extrêmement imagé. Il est fort. NRCD 974 nous a écrit « L'addiction au sexe est un vrai sujet. Tout est dit et fait avec peu de passion. Ma note, demi-molle sur 10. » Évidemment. C'est l'épisode des jeux de mots, je pense. Hein, mais... Ah oui, non, mais c'était sûr, il se lâche. Antoine59, vu après un réveil assez dur, entre parenthèses, aha, j'étais surpris de l'aspect des scènes X proche d'un film érotique TNT. Et c'est plutôt vrai.
on l'a dit tout à l'heure, mais voilà, ça rappelle les heures de NT1, tout ça, bref. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un truc qui revient dans tous les avis jusqu'à maintenant. Il y a un côté un peu beauf. On profite de Sex Addict pour faire des blagues qu'on n'oserait pas faire à un autre moment. Alors qu'au final, le film en lui-même n'est pas si vulgaire que ça, au contraire, quoi. Donc, Et d'ailleurs, on a beaucoup de plans sur la bite parce que les bites c'est rigolo et puis que tu peux la représenter comme ça en ayant sa propre volonté et tout, mais on ne voit jamais le sexe de Jennifer, pas une seule fois. Oui, c'est vrai. Ou de l'intérieur. On voit ces 7 clitos internes. Mais on le voit de l'intérieur, mais en fait, à aucun moment on voit de façon frontale son sexe, alors que elle aussi on sait qu'elle a une anatomie qui est particulière et du coup en fait on en revient toujours au même truc, que c'est beaucoup plus facile de on va dire que de la représentation du sexe féminin, en tout cas de façon comme ça frontale, elle est quand même assez rare au cinéma ou ailleurs même. Après dans le film ils ont quand même des masques de vagin et tout, donc je suis pas sûr que ce soit... Je pense que ça c'est pour le coup c'est une vraie volonté de pas le montrer à mon avis. Ouais, peut-être aussi une limite de l'actrice imposée. Oui. Aussi. Après, si c'est un plan serré, ça peut être quelqu'un d'autre qui montre ce qu'elle a envie de montrer, tu vois. Y a pas de problème. Ouais. Le dernier avis sur le film, il est envoyé par une certaine Lily Nelson. Alors, je l'ai vu popper dans mes notifications et soudainement, j'ai juste lu un divertissement familial parfait à regarder avec son papa. Peux-tu développer? Ouais. Non, en fait, développe un peu. C'était un traumatisme là. En fait, je connaissais Sex Addict, mais pour les besoins du podcast, j'ai dû le revoir ce week-end. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le voir autrement que chez mes parents. Et mon papa s'est dit, elle regarde un film, c'est cool, il s'est assis à côté de moi. J'ai vécu 1h30 très compliqué. La pression. Et je suis désolée, papa, je t'aime. Qu'est-ce qu'il a pensé du film, surtout au final? Sa première réaction, c'est plutôt bizarre cette histoire, hein, quand même. Voilà. Et à la fin, il m'a demandé à quoi ça rime. Voilà. Là, j'ai essayé de lui expliquer ce que je vous ai expliqué. Voilà, bon, j'ai compris qu'il était assez ouvert, mais que bon, entendre sa petite fille parler de ça, c'était compliqué. Et surtout, en fait, ce qui l'a énormément choqué, je dirais pas ça, mais je lui dis, mais j'ai déjà écrit sur ce film, si tu veux, papa, c'est dispo sur le blog du cinéma. Il me fait, t'as écrit dessus? Vraiment. Voilà, mon père a découvert. L'inquiétude parentale. Voilà, mon père a découvert un côté de moi que je voulais pas tellement qu'il découvre, quoi, ce week-end. Voilà. Merci Jumpscare. Voilà. Plaisir d'offrir en tout cas. Merci pour l'anecdote. Mais de rien. On finira avec Monsieur U qui n'a pas envoyé un avis sur le film, mais un avis sur Jumpscare sur Apple Podcast. Ce sera la conclusion, je pense. Excellente équipe, débat animé, de la bonne humeur et un mélange d'actu et de classiques du genre. Bref, à écouter. Merci, Monsieur U. Merci. Merci, Monsieur U. Merci, Monsieur U. Merci, Monsieur U. Écoutez, ça va être la fin de cet épisode. Mr. Fox, avant qu'on se quitte, c'est quoi ton actualité ces temps-ci ? Eh ben, mon actualité, ça va être encore et toujours ma chaîne YouTube où je parle de doublage. Là, actuellement, je travaille sur un épisode qui sera peut-être sorti ou peut-être pas, je sais pas, probablement pas, sur Le Roi et l'Oiseau, qui a été discrètement modifié sans qu'on nous en tienne informés, même dans un déni assez colossal. Donc, c'est une espèce d'enquête dont je suis assez fier et qui devrait sortir très prochainement. Et voilà. T'as aussi lancé des projections au Club de l'Étoile. Tout à fait. J'ai fait une projection au Club de l'Étoile. Je pense qu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est de diffuser des films en VF à Paris. Mon Dieu, quel invraisemblable défi. Et d'inviter les comédiens et même de manière générale les gens qui ont travaillé sur sa VF à en parler. Là, j'ai proposé plusieurs autres films pour une possible nouvelle séance. Et un qui retient mon attention et mon envie, c'est Django Unchained. Que j'invite à voir en VF. La VF est très réussie. L'adaptateur a eu un prix pour la VF du film. Je pense que j'inviterai des comédiens qui auront plein de choses à dire. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir. Et puis, si vous êtes sur Lyon, il y a les soirées YouTube également à l'Aquarium Ciné Café de Lyon, où le principe, c'est qu'on diffuse des vidéos YouTube sur grand écran en présence des vidéastes. Et après, il y a un petit moment d'échange avec le public.
Nous avons ici quelqu'un qui a expérimenté ces soirées et qui pourra confirmer si c'est bien ou pas. C'est très bien. Ah, voilà, j'en suis ravi. Suis ravi. Eh ben écoute, merci. Retrouvez Mr. Fox sur sa chaîne YouTube à Paris ou à Lyon. Du coup, de notre côté, on vous dit à vendredi prochain. J'allais dire mercredi, comme d'habitude. Désolé, c'est la fatigue, c'est compliqué. Alors que ça a toujours été le vendredi. Mais oui, mais écoute, il est tard, j'ai chaud, je suis ici, j'en peux plus. C'est ça, l'effet Frankenheimer. Jamscarecast sur Twitter, Instagram. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Discord. Et la fin de ma conclusion, habituellement, c'est quoi ? Voilà, vous voyez l'état dans lequel je suis, j'oublie la fin de... Tu l'oublies souvent, hein. Je l'oublie toujours. Je l'oublie tout le temps, mais parce que c'est la fin, donc le cerveau il pète en fait. Il est en mode allez, c'est bon, tu remballes. La phrase de fin, c'est l'important, c'est les amis qu'on s'est fait en route. Oui. L'important, c'est l'amitié, et on se dit à vendredi prochain. Salut. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.